Quels sont vos meilleurs ou vos pires souvenirs de voyage en avion? J'en ai effectué tellement durant ces dernières décennies qu'il me serait vraiment difficile de relever le compteur. Mais je dois vous dire que je ne suis ni blasé ni fatigué de monter à bord, et chaque fois j'ai l'impression d'être un enfant qui s'étonne de voir qu'une si grosse machine va pouvoir me conduire finalement sans trop de tracas d'un point A à un point B. Ce sera aussi souvent l'occasion d'une rencontre ou d'une expérience nouvelle, parfois un peu décoiffante, vécue à bord. Allez, je vais vous en raconter quelques-unes. Un jour d'hiver, en fin d'après-midi, je prends l'avion entre Genève et Paris. Aujourd'hui, je prendrai le train pour des raisons écologiques évidentes. Mais enfin, à l'époque, c'était l'avion. Je monte à bord, l'avion est presque plein, surtout d'hommes d'affaires pressés de regagner la capitale française. Il fait plutôt froid, il neigeote, et on ferme les portes de l'avion juste avant de nous annoncer que nous aurons un petit peu de retard parce que le pilote exige un dégivrage des ailes. Vous savez, c'est souvent ce qui se produit à partir d'une certaine température, c'est une précaution de sécurité. Tout le monde regarde sa montre en se disant « bon, on en a pour combien de temps ?» L'avion va se mettre en place pour subir cette opération. On voit des gros jets sur les ailes, ça mousse un petit peu. Et au bout de 20 minutes d'intervention, on nous dit « mesdames, messieurs, nous sommes prêts à partir pour Paris ». Tout le monde est rassuré, le retard ne sera pas trop conséquent. Et durant le trajet entre cet endroit-là et l'endroit où au bout de la piste où l'avion doit décoller, une passagère, une dame assez élégante, dans la rangée devant moi, appelle l'hôtesse. Elle lui dit « Mademoiselle, s'il vous plaît, je veux descendre ». L'hôtesse lui dit « Pardon, madame, je veux descendre de l'avion ?» Et pour quelle raison? Eh bien parce que je suis sûr qu'on nous a raconté des sornettes. Ce que vous nous annoncez comme un dégivrage, c'est en fait un gros problème technique et je n'ai aucune envie de rester une seconde de plus dans cet appareil. L'hôtesse essaye de négocier encore, mais rien n'y fait. La dame ajoute qu'elle a le bras long, qu'elle connaît des gens très influents à Genève et qu'elle fera les pires ennuis à la compagnie si on n'accède pas à son désir. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde s'interroge. Eh bien, l'hôtesse va appeler le chef de cabine qui revient et qui essaie à nouveau de calmer la dame alors que l'avion, cette fois-ci, est vraiment sur le point de décoller. Comme rien n'y fait, à un moment donné, le chef de cabine dit à la dame « Mais enfin, madame, est-ce que vous imagineriez une seconde que l'équipage mettrait sa vie en danger ?» Elle lui dit « Mais monsieur, votre vie ne m'intéresse pas, je vous parle de la mienne. » Bon, sur ces entrefaites, le chef de cabine retourne dans le cockpit et imaginez-vous qu'un moment après, on nous annonce par haut-parleur que l'avion va retourner à son point de départ parce qu'une passagère doit sortir de l'appareil. On avait pris soin auparavant de lui demander si elle avait des bagages en soute, ce qui n'était pas le cas. Je pense que s'il en avait eu, la suite eût été différente. Enfin bref, la dame sort de l'avion et on repart avec une bonne heure et demie de retard et des businessmen vraiment très énervés. Tout ça pour dire qu'on ne plaisante pas avec ce qui peut se passer à bord quand une passagère ou un passager est pris de panique ou a de gros problèmes. Ça a été le cas, ou ça a failli être le cas aussi lors d'une autre expérience. Cette fois-ci, c'était avec un vol de Swissair entre Hong Kong et Zurich. Nous étions encore à la gate, comme on dit, à la porte d'embarquement. On venait de fermer les portes de l'avion. Et là, c'est une touriste, une passagère au fort accent espagnol qui fait tout un cinéma en disant qu'elle est claustrophobe, qu'elle va mourir si elle reste dans l'avion, qu'il faut la débarquer. Alors un petit peu la même histoire, on essaie de la calmer, mais rien n'y fait. Même question aussi, madame, avez-vous des valises en soute? Oui, j'en ai 2. Et là, je me dis, bon, ils vont pas la débarquer parce que c'est trop compliqué. Eh bien non, au bout d'un moment, on nous dit qu'on va ouvrir la soute, qu'on a 2 bagages à sortir, en même temps que la passagère qui les possède. Tout ça prend beaucoup de temps, et finalement, effectivement, la dame sort, tout le monde respire dans l'avion, sauf qu'une heure et demie s'était passée, et qu'à cette époque, c'était l'époque de la guerre du Golfe, le pilote avait un plan de vol qui devait survoler certains pays sensibles, mais seulement à certaines heures. Il avait dépassé le créneau, et donc avant même de décoller de Hong Kong, il fallait refaire une nouvelle route, et on se doutait bien que celle-ci allait occasionner un retard conséquent à l'arrivée en Suisse.
Ça n'a pas manqué de se produire, environ 2 heures, ou même un peu plus si je me souviens bien, ce qui fait que tous les passagers qui avaient des correspondances pour d'autres vols allaient les rater. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il y a bien des années, j'effectuais un vol à bord d'un Airbus de la compagnie Garuda entre 2 capitales asiatiques, je ne sais plus lesquelles. Probablement que le départ était Kuala Lumpur. J'occupais un siège très convoité aujourd'hui, à tel point que parfois on paie un supplément pour l'occuper, celui du hublot à hauteur de l'issue de secours. On a plus de place pour les jambes, c'est assez confortable en général. J'étais donc côté hublot et à côté de moi il y avait 2 autres sièges qu'occupait un couple germanique. On arrive en phase d'atterrissage à destination. L'un des stewards vient s'asseoir en face de nous sur le siège qui lui est réservé et il boucle sa ceinture spéciale. Vous savez, ces ceintures en X qui sont un peu plus sophistiquées que celles des passagers. Et comme nous avions quelques minutes à perdre avant de nous poser, eh bien, il entame la conversation. D'abord, il se tourne vers moi et il me dit « Monsieur, d'où venez-vous » Et je lui dis « Switzerland ». Et il dit « Oh, Sweden !» Non, je dis pas Suède, Switzerland. Il ouvre de très grands yeux et me dit « Oh, the countries of mountains and snow », le pays de la montagne et de la neige. « Oui, monsieur. » Ensuite, il s'adresse aux 2 passagers qui sont à mes côtés, à ce couple, pour leur poser la même question. « Where are you from ?» Les 2 répondent « Germany ». Et le steward, à ce moment-là, tend son bras, effectuant un superbe salut fasciste, et en disant « Oh, Germany !» Vous auriez dû voir la tête des 2 Allemands à côté de moi. Ils étaient verts. Et en sortant de l'appareil, quand même, je me dirige vers lui et je lui dis « Monsieur, you should never do that with some German people. Vous ne devez jamais avoir ce genre de geste en face de passagers allemands. » Et il me répond « Oh, you know, it's cool, we learned a lot about the guy with the moustache. À l'école, on a beaucoup appris du type avec la moustache. » Je dis « Oui, je vois de qui vous parlez, mais s'il vous plaît, à l'avenir, abstenez-vous. » Par association d'idées avec cette période de l'histoire mondiale, une autre aventure m'est arrivée à bord d'un vol en Afrique. Je crois que c'était entre Nairobi et Madagascar. J'étais à côté d'un très vieux monsieur qui ne pipait pas mot. En général, je n'entame pas la conversation, je suis plutôt du genre réservé, sauf si le vol doit être très long et que je me dis que ça va peut-être aider à le rendre plus court. Il me dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que ça vous dérangerait beaucoup de manger mon dessert ?» Je me dis, j'étais un peu surpris, je me dis « Ben non, écoutez, ça devait être, vous savez, une de ces petites crèmes à la vanille qu'on trouve souvent sur les plateaux repas. Assez classique, mais bon. » Je m'exécute, donc je déguste le dessert jusqu'au bout et je remets la petite barquette vide sur le plateau du très vieux monsieur. Et au moment où l'hôtesse vient pour débarrasser nos restes, le monsieur se tourne vers moi et me dit « Vous savez pourquoi je vous ai demandé de consommer mon dessert ?» Je lui dis « Oh, j'imagine, monsieur, que vous n'aimez pas les douceurs. » Il me dit « Non, ça n'est pas ça. » Il relève sa manche, découvrant sur son avant-bras gauche un tatouage, un numéro à 5 chiffres. Et il me dit « Vous savez, quand on est allé à Auschwitz et qu'on a connu la faim, on ne peut plus supporter l'image de la nourriture que l'on jette, que l'on gaspille. Donc je vous remercie de m'avoir épargné ce moment difficile. » J'étais évidemment bouleversé par cette explication, et le monsieur continue en m'expliquant qu'à partir du printemps de 1942, les déportés à Auschwitz, qui n'étaient pas gazés après la sélection à leur arrivée,
était tatoué sur l'avant-bras gauche. Cette identification était mise en place par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les tziganes dans ces mêmes camps étaient tatoués d'un numéro précédé de la lettre Z, comme Zigeuner, tzigane en allemand. Dans ce cadre, le tatouage contraint participait à cette entreprise de déshumanisation des nazis. Contrairement aux deux dames dont je vous racontais les angoisses tout à l'heure, je ne suis pas particulièrement peureux en avion. Si parfois les turbulences sont un peu violentes, eh bien je ferme les yeux et je me dis fais confiance à la technique, fais confiance à la technique. Il y a quelques années, quand on pouvait encore faire du tourisme en Libye, il m'est arrivé tout de même une aventure qui me laisse encore aujourd'hui des sueurs froides. Le voyage a commencé à Tripoli. Ça vaut la peine d'aller à Tripoli. Dans la banlieue de la capitale, il y a de superbes sites romains comme l'Eptis Magna, avec des amphithéâtres, des ruines vraiment magnifiques. Un autre point d'intérêt dans ce pays, ce sont des oasis près des lacs Ubassi. Il faut se rendre à Shaba ou Sabha pour les visiter, ce qui suppose un vol de 660 km entre la capitale et cet aéroport de province. Donc, je me mets en tête de monter à bord d'un appareil de la Libyan Arab Airlines effectuant la liaison domestique entre Tripoli et Sabha. C'était un Boeing 725 annoncé au programme. Et avant d'embarquer dans la salle d'embarquement, je me trouve à côté d'un monsieur qui entame la conversation et qui me dit « Vous savez, je travaille ici en Libye dans le pétrole depuis des années et j'ai toujours des angoisses quand je dois prendre un vol intérieur. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit, eh bien, parce que les avions ne sont pas très sûrs, il y a des problèmes techniques. J'ai en mémoire un vol de 1973, un Boeing effectuant la liaison entre Tripoli et le Caire s'est perdu pour cause de mauvais temps et de défaillances matérielles. Plus près de nous, en 1992, un autre avion entre Benghazi et Tripoli s'est désintégré en plein vol. On a accusé une collision avec un MiG de l'armée, mais pour moi, il y a d'autres raisons qui tiennent plutôt à une mauvaise maintenance effectuée par la compagnie. Tout ça est assez rassurant quand vous allez monter à bord et que vous vous retrouvez effectivement dans une cabine qui ne laisse rien présager de bon. Je me souviens de fils électriques qui pendaient sous les coffres à bagages, je me souviens de sièges en mauvais état, de ceintures de sécurité qui bouclaient mal, mais l'avion était plein comme un œuf et je me dis bon, finalement, les gens n'ont apparemment pas trop peur de voler dans ce pays. Donc on s'envole, jusque-là rien à signaler. À côté de moi, il y avait un confrère journaliste qui, lui, pas plus que moi, ne se faisait trop de soucis sur ce qui allait nous arriver. Mais voilà que moi j'occupais le poste à côté du hublot et que dans la phase d'atterrissage près des fameuses oasis, je vois tout d'un coup une gerbe d'étincelles jaillir du moteur. Je dis à mon compagnon de voyage, non, il y a quelque chose qui se passe là. Et le temps de me retourner une nouvelle fois du côté du réacteur que je voyais par l'arrière, cette fois-ci je constate qu'il était carrément en flammes.
Je me retourne vers mon compagnon en disant « Dis donc, il y a le feu sur le réacteur. » Il me dit « Tu plaisantes. » Je dis « Mais regarde !» Il me bouscule un peu pour coller le nez aussi à mon hublot et il constate la même chose. Alors panique. On crie assez fort vis-à-vis de tous les autres passagers. Si jamais il y a le feu, je me souviens avoir dit, mettez-vous le plus près possible du sol parce qu'on a quelques secondes de plus de survie, comme les gaz nocifs ont tendance à monter, enfin des bêtises comme ça. Et tout le monde se marrait, croyant que c'était du cinéma. Et pourtant, il y a d'autres passagers qui pouvaient faire le même constat que moi. Et finalement, on arrive à se poser sans trop de mal et les flammes s'arrêtent. Et en sortant, j'interpelle les passagers qui se marraient pendant mon moment de panique en leur disant « Mais enfin, vous trouvez ça drôle, vous, qu'un réacteur soit en flammes ?» Et ils me répondent « Mais monsieur, ça arrive tout le temps. » Ah bon ? Mais oui, parce que notre pays est sous embargo et la compagnie aérienne n'arrive plus à avoir les bonnes pièces de rechange. Je dis, mais c'est embêtant ça. Ils me disent, ben oui, mais les pilotes savent très bien s'en sortir, comme vous avez vu. Ils prennent les dispositions nécessaires pour que le feu n'arrive pas jusqu'au réservoir. Donc ils coupent quelque chose et finalement, ça accommode très bien de quelques flammes et quelques étincelles. Alors je me retourne vers mon compagnon de voyage, mon collègue journaliste, et je lui dis, tu vois, on en fait du ramdam pour finalement des babioles.